11 personnes décédées en Ituri dans différentes circonstances en territoire d'Irumu dans l'est de la RDC ce vendredi 26 août. Malgré l'état de siège en vigueur, cette région fait face aux atrocités, mettant ainsi en péril la vie de la population locale. La surpopulation au sein de l'unité carcérale de Makala à Kinshasa entraîne de nombreux problèmes, notamment d'alimentation et des maladies. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé les faits. L'ONG Génération Congo Nouveau a décerné un prix d'excellence au directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. L'homme est reconnu pour ses valeurs susceptibles de changer positivement l'histoire du Congo. Et en Afrique, contestation des résultats provisoires en Angola publiés par la Commission nationale électorale. Le MPLA, parti présidentiel, est crédité de 60,65% des voix contre 34% pour l'UNITA. Bienvenue au 13h sur Télé 50, direction Ituri, encore des morts. 11 personnes décédées dans différentes circonstances en territoire d'Irumu, dans l'est de la RDC ce vendredi 26 août. Les drames ont eu lieu notamment à Komanda ainsi qu'à l'ouest de Tomambéré. Malgré l'état de siège, je l'annonçais, en vigueur, cette région continue de faire face aux atrocités de tout genre, mettant ainsi en péril la vie de la population locale en danger. Et après sa visite en RDC dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, l'ancien président nigérien Obasanjo reçoit de plus en plus d'encouragement et des félicitations de la part des rebelles du M23, mouvement soutenu officiellement par le Rwanda. Des interrogations demeurent cependant sur le rôle que joue réellement l'ancien médiateur de l'ONU dans la crise CNDP devenue M23 depuis mai 2012, pour lequel Obasanjo avait été la pièce maîtresse. Dossier de la rédaction par Crispin Chibin. Pour qui roule réellement Olusegun Obasanjo, reçu le mardi 22 août dernier à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Tshisekedi, officiellement, l'ancien président nigérian avait fait le déplacement de Kinshasa pour parler à l'agenda des transformations agricoles à Atta, qui bénéficie de l'appui de l'Institut international tropical des techniques agricoles IITA, installé depuis 2019 près de Bukavu et dont il est parrain. Mais nul n'ignore les rôles visiblement ambigus que l'ancien émissaire de l'ONU avait joué dans les dénouements de la crise M23 en 2008-2009. Le retour d'Obasanjo sur la scène de la RDC est un grand malheur pour notre pays. J'ai vécu Obasanjo lors des négociations de paix avec le CNDP à Nairobi. Le président Obasanjo a été nommé par l'ONU. L'ONU égale les États-Unis. Le feu président Kappa a été nommé par la sous-région, la CRGL, pour accompagner Obasanjo, donc son vice-président. Je suis souvent dans la presse que non, Raymond Tchibanda aurait vendu le pays. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec cette histoire? Comment est-ce qu'un président nigérian peut-il aimer plus ce pays que Raymond Tchibanda, fils de ce pays, que Kabila, fils de ce pays? Le président Obasanjo a été nommé pour exécuter les schémas du Sud-Soudan. Je vous dis ici en passant que son directeur de cabinet, c'était le général kenyan Sumbeyo. C'est le général Sumbeyo qui a coupé le Sud-Soudan. Il était dans la délégation d'Obasanjo, le président Obasanjo. Rappelez-vous qu'il est allé à Djomba voir Kunda Batouari pour fêter, danser sa nomination, danser la réalisation de leur schéma. Mais c'était sans compter avec la vigilance du président congolais d'à l'époque. Non sans raison, puisque depuis son récent passage dans la capitale congolaise, l'ancien dirigeant nigérian est très adulé par les mouvements du M23, qui du reste est soutenu par les Rwandais et occupe toujours Bunagana. Obasanjo était-il venu faire une pression négative sur les officiels congolais? Wait and see, disent les Anglais.
La situation humanitaire des déplacés de Kwamouth reste précaire. Les populations qui ont fui les conflits sanglants entre les Teke et les Yaka manquent de tout et donc une délégation gouvernementale est arrivée sur place pour s'enquérir de la situation. L'objectif majeur est d'organiser une table ronde de la paix entre les deux communautés en conflit. À Kwamouth, dans la province de Mai-Ndombe, les autorités gouvernementales veulent rapprocher ces fils et filles qui s'entretuent. Après avoir suivi avec attention toute l'évolution et avec les rapports des services de l'État sur place, le gouvernement a décidé de dépêcher une équipe sur place. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, à la tête d'une forte délégation pour trouver des pistes de solutions quant à ce. Bien avant ce déplacement, le vice-premier ministre avait rejeté les allégations selon lesquelles le gouvernement central est resté silencieux face à cette situation. Il annonce qu'il y a 2 semaines, dès que les informations ont été mises à sa disposition, il a pris toutes les précautions afin que l'ensemble du gouvernement soit mis au courant de ce qui se passe dans les territoires des Kwamouth. Il convient de noter que depuis les débuts de ces accrochages, les organisations de la société civile n'ont cessé de déplorer ce qu'elles qualifient d'inaction du gouvernement. Le vendredi 19 août, par exemple, 15 personnes dont un chef coutumier et sa femme avaient trouvé la mort au cours des combats entre le peuple Teke et Yaka au village Masiakwa, dans le même territoire. Et la société civile locale dit avoir noté plusieurs cas de blessés dans ces affrontements sanglants. Et la société civile dénonce la léthargie avec laquelle le gouvernement provincial, national, a pris cette décision de pouvoir descendre alors que le gouvernement allait faire mieux en envoyant, bien avant, ses équipes pour calmer la tempête. Hormis les morts, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans ces violents accrochages ethniques. Les boutiques, les pharmacies ainsi que les maisons d'habitation ont été pillées et plusieurs autres maisons incendiées selon la société civile. L'unité et les rapprochements des peuples ne doivent en aucun cas être mis à mal pour les triomphes de l'intérêt national. De cette évidence, la dégradation de la situation sécuritaire. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde séjourne à Tunis pour la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement prévue du 27 au 28 août. Des assises qui vont plancher sur plusieurs thèmes d'une importance capitale pour la RDC, notamment l'agriculture, l'intégration régionale et les échanges commerciaux post-Covid ainsi que le changement climatique. Le Premier ministre Samaloukonde est à la tête d'une forte délégation gouvernementale et de quelques membres de son cabinet pour faire entendre la voix de la RDC et attirer les investisseurs japonais vers son pays. Cette participation avec des ministres sectoriels prouve l'importance que Jean-Michel Samaloukonde et son gouvernement attachent aux secteurs concernés par les discussions qui vont avoir lieu au cours de cette rencontre internationale pour le développement. Cette conférence devra en effet plancher sur plusieurs thèmes d'une importance capitale pour le développement de la République démocratique du Congo, notamment l'agriculture, l'intégration régionale et les échanges commerciaux post-Covid, le changement climatique, la sécurité humanitaire, la transformation numérique, l'énergie verte et autres. Elle devra, en termes, permettre d'attirer et accélérer davantage les investissements, ainsi que d'aborder la question du financement japonais pour le développement de la RDC dans les secteurs sociaux. En l'occurrence, la promotion des efforts dans les secteurs de la santé avec la couverture santé universelle, dans les secteurs de l'éducation où le gouvernement applique la mesure de gratuité de l'enseignement primaire et dans les secteurs de l'environnement avec le soutien pour les mesures relatives au changement climatique et à la prévention des catastrophes. Dans tous ces domaines, comme dans celui relatif à la paix et la stabilité principalement dans la partie est du pays, le chef du gouvernement est arrivé pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. 15 ONG de défense des droits de l'homme, appuyées par la Fondation Bill Clinton pour la paix, dénoncent l'état de délabrement des prisons du pays, la surpopulation, notamment au sein de l'unité carcérale de Makala à Kinshasa, entraîne de nombreux problèmes, dont l'alimentation, les problèmes de maladie et des tensions entre détenus. État de délabrement avancé, la surpopulation, le manque de place et la nourriture, tels sont deux problèmes qui rongent les milliers carcéraux en République démocratique du Congo, plus particulièrement la prison centrale de Makala.
Au regard de ces conditions, 15 ONG de défense des droits de l'homme, appuyées par la Fondation Bill Gates pour la paix en RDC, ont dénoncé des mauvais états de prison au Congo. Dans un article publié ce matin sur RFI, depuis 2021, suite à un rapport, les autorités avaient déjà promis les désengorgements de prison, une meilleure alimentation, des solutions pour la santé, des promesses que ces ONG ont accédé politiques. C'est l'avocat Charlène Yanganzo, membre du collectif, qui vient de publier un nouveau rapport. Prison Diplex par le même média ont fourni une nourriture que l'on appelle communément vongoulé, mais la plupart de ces prisonniers n'en bénéficient pas. De l'autre côté, les ONG estiment que la surpopulation carcérale est liée à l'abus de pouvoir de certains magistrats accusés de négocier des libérations provisoires contre des sommes d'argent. Elles demandent aux autorités de l'État de tout faire pour stopper ce système. L'ONG Génération Congo Nouveau a décerné un prix d'excellence au directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. Un prix qui a fait l'objet d'une émission que vous avez suivie en direct sur nos antennes ce vendredi. Les organisateurs de cet événement depuis plusieurs années ont reconnu en lui des valeurs dans son métier susceptibles de changer positivement l'histoire du Congo. Congo Nouveau, c'est d'abord une vision, comme son nom l'indique. Son initiateur lutte contre la disparition de la classe élitiste en République démocratique du Congo. Ce vendredi, son dévolu a été jeté à l'endroit de Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50 et président des journalistes de Kinshasa. La génération Congo Nouveau a toujours suivi de très près la carrière de ce patron d'entreprise et a été impressionné par son sens managérial liant rigueur, beauté et efficacité. Avec beaucoup d'émotion et humilité, Jean-Marie Kassamba a accepté son élévation au rang de grand manager du trophée Afrique Paradis de l'ONG Génération Congo Nouveau, de Richard Kamikalele, avocat de son État et idéaliste d'un Congo meilleur. Sur le diplôme d'honneur et de mérite, l'on peut lire que les milliers de jeunes de la Génération Congo Nouveau, ASBL, vous magnifient pour la révolution de la télévision que votre management éclairé a implémenté en République démocratique du Congo. Et vous le savez, des experts des Nations Unies doutent de l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues en 2023 en République démocratique du Congo. Selon un article d'Africa Intelligence citant un rapport d'experts de l'ONU, plusieurs défis expliquent cette crainte et des scénarios sombres sont donc prévisibles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En Afrique, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, est sorti vainqueur des résultats provisoires publiés par la Commission nationale électorale CNE, mais l'opposition angolaise conteste déjà les résultats. Le parti du président Joao Lourenço est crédité de 60,65% contre 33,87% pour l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, parti de l'opposition. Le mouvement populaire de la libération de l'Angola est donné vainqueur par la commission électorale d'après les résultats provisoires publiés le jeudi 25 août dernier. Sur 87% de bulletins de vote officiellement dépouillés, d'une courte tête face à l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance, chapeautée par Costa Junior, qui conteste ce résultat. Avec 10% de votes en moins que lors des élections de 2017, le MPLA perd sa majorité absolue au Parlement. Il devra donc composer le gouvernement avec l'opposition. Le militant de l'UNITA, quant à eux, ne semble pas disposé au moindre compromis. Devant le siège du parti, ils manifestent leur mécontentement. L'opposition dénonçait depuis le début de la campagne des irrégularités dans le processus électoral, des accusations qui a été contredit par le porte-parole du MPLA. Le candidat de l'UNITA, Costa Junior, s'est pas encore exprimé, mais ces résultats sont une déception pour le parti. Notons par ailleurs que les observateurs de la communauté du pays de la langue portugaise ont, quant à eux, estimé que les élections se sont déroulées dans le respect des exigences internationales. Et en international, le président ukrainien estime qu'une catastrophe nucléaire a été évitée de peu à la centrale de Zaporizhzhia où l'alimentation électrique a été coupée durant plusieurs heures jeudi en raison des bombardements russes. Euphrasie Kaïmbe nous en dit plus.
Malgré le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia par la Russie, les autorités ukrainiennes annoncent le raccordement au réseau électrique de sa gigantesque centrale dans le sud de l'Ukraine. Débranchée à la veille, alors qu'elle se trouve sous occupation russe et que son site a subi des attaques de menaces. Des travaux préparatoires sont en cours pour rebrancher au réseau 2 unités de cette centrale nucléaire. 1h04, une catastrophe évitée de peu à Zaporizhzhia, indique le président ukrainien dans sa déclaration faite jeudi soir que le monde avait évité de peu une catastrophe radiologique avec l'interruption pendant plusieurs heures de l'alimentation en électricité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Selon Volodymyr Zelensky, cette interruption a été provoquée par de bombardements russes et a incendié les abords d'une centrale à charbon située à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et alimentant celle-ci en électricité. Des groupes électrogènes de secours fonctionnant au diesel ont assuré l'alimentation en électricité de la centrale nucléaire et préservé la sécurité de celle-ci, a ajouté le président ukrainien. Et en sport, on offre le championnat national de volleyball. C'est poursuivi cet avant-midi à Kolwezi dans le Alaba avec 4 matchs au menu au terrain de la Poste. Canon Dongili a battu VC Bana par 3-7-0 chez les dames et bien avant au terrain dur, Blessing est tombé devant la Loi 0-3. Et pour la Ligue des Champions, le tirage au sort a eu lieu, vous le savez, jeudi soir avec des affiches alléchantes. Dans le groupe C, par exemple, on retrouve le FC Barcelone et Bayern de Munich, alors que dans le groupe H figure Paris Saint-Germain, Juventus dans le groupe F et Real de Madrid. Et c'est donc reparti pour la nouvelle aventure à la Ligue des Champions de l'UEFA. Les différentes équipes engagées dans cette prestigieuse compétition d'Europe sont fixées sur leurs adversaires en phase des groupes. Dans le groupe A, on retrouve Ajax, Liverpool, Napoli et Rangers. Le groupe B regorge Porto, Atlético Leverkusen et Club Brugge. Bayern, Barcelone, Inter, Victoria Pleasant se retrouvent dans le groupe C, tandis que Francfort, Tottenham d'Angleterre, Sporting SP et les Français de Marseille ont hérité du groupe D. Tenant du titre de cette compétition, le Real Madrid a hérité du groupe F aux côtés de Leipzig, Shakhtar, Celtic et le Paris Saint-Germain dans le groupe H avec Juventus de Turin, Benfica et Maccabi Haïfa. Le grand Chelsea, lui, se retrouve aux côtés de Salzbourg, Dynamo et AC Milan dans le groupe E. La première journée se jouera entre les 6 et 7 septembre avant la deuxième journée prévue entre les 13 et les 14 du même mois. Pour rappel, les équipes étaient réparties en 4 chapeaux sur la base de leur coefficient UEFA. Une équipe de chacun des chapeaux a ensuite été tirée au sort dans les 8 groupes des AAH. Il y avait quelques réserves pour ce tirage au sort. Aucune équipe ne pouvait jouer contre un club de sa propre association et les équipes de la même association étaient jumelées pour assurer qu'elles jouent des clubs différents. On en vient au rappel des principaux titres. 11 personnes décédées en Ituri dans différentes circonstances en territoire d'Irumu dans l'est de la RDC ce vendredi 26 août. Malgré l'état de siège en vigueur, cette région fait face aux atrocités mettant en péril la vie de la population locale. La surpopulation au sein de l'unité carcérale de Makala à Kinshasa entraîne de nombreux problèmes, notamment ceux d'alimentation et des maladies. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé les faits. L'ONG Génération Congo Nouveau a décerné un prix d'excellence au directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. L'homme est reconnu pour ses valeurs susceptibles de changer positivement l'histoire du Congo. Et en Afrique, contestation des résultats provisoires en Angola publiés par la Commission nationale électorale. Le MPLA, parti présidentiel, est crédité de 60,65% des voix contre 33,85% pour l'UNITA. Dans quelques instants, la revue de presse sur votre chaîne. Ne nous quittez pas.
Les grands titres de l'actualité seront lus par Grace Salambo ce vendredi. Elle est déjà de l'autre côté. Bonjour et bienvenue Grace. Bonjour Amina, bon week-end. Merci pareillement. Les journaux parus ce matin dans la capitale s'inquiètent d'un probable glissement de la date de la tenue des élections. Tout à fait Amina, l'ONU et les PNUD voient venir le glissement, alerte Africa News, qui indique notamment que 2 experts électoraux mandatés par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont cartographié les risques de conflits avant, pendant et après les élections de 2023. Dans ce document de 88 pages, daté de juin dernier, s'écraigne un inventaire des menaces pesant sur le scrutin de 2023, avec notamment un énorme risque de glissement du calendrier. Et de son côté, la République est presque convaincue qu'il y aura glissement et évoque une catastrophe en l'air. Pour ce quotidien, le sort semble être scellé et les Congolais n'essaieront point aux urnes pour renouveler en douceur les mandats du président de la République, des députés nationaux et députés provinciaux en 2023. De son côté, Congo Nouveau compte les jours et estime qu'à moins de 15 mois de la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales ainsi que locales, les doutes persistent dans certains milieux politiques et c'est là malgré les assurances du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Forum des As, lui, se focalise sur les enjeux de ces élections et met en lumière un sondage de Géopolis qui donne Félix Tshisekedi favori à la présidentielle de 2023. L'agence a mené du 28 juin au 25 juillet 2022 des sondages d'opinion auprès d'un échantillon de plus de 10 000 personnes réparties dans différentes provinces de la RDC. L'on note 33 villes et 142 territoires ont été ciblés. Les résultats laissent entrevoir que plus de la moitié des personnes seraient prêtes à voter en faveur de Félix Tshisekedi en 2023. On va poursuivre cette revue de presse avec ce titre du journal Congo Nouveau qui est assez drôle quand même. Remaniement, ceux qui vont tomber. Oui Amina, des bruits du remaniement gouvernemental se font de plus en plus entendre avec insistance. Congo Nouveau renseigne qu'après des sources concordantes, le changement à la tête de l'exécutif national se fera à coup sûr avant la fin de l'année. Si Samalou Kondé devrait garder son fauteuil, certains warriors devront quitter le navire, mais qui vont tomber, Amina? À cette question, le journal Congo Nouveau cite les ministres Prokatumbi en première position, Christian Mondo Simba du plan et éventuellement Chéribin Okende de transport et voies de communication qui n'ont pas visiblement encore coupé le cordon avec ensemble de Moïse Katumbi, considéré comme le principal rival du chef de l'État en fonction lors de la prochaine présidentielle. Moïndo Zangui de l'ESU et Christophe Lutundula des Affaires étrangères peuvent être sauvés du fait qu'ils ont tourné le dos à l'ancien gouverneur du Katanga. Et Congo Nouveau parle aussi de certains transfuges du PPRD qui étaient pour la plupart parrainés par Jean-Marc Kabound, entré en disgrâce depuis février dernier. Mais pourquoi le chef de l'État réfléchit sur un vaste remaniement? Amina, le magazine panafricain Jeune Afrique, donne la réponse à cette question. C'est parce que certains de ses collaborateurs sont inefficaces et le président de la République pense à un changement très stratégique au sein de différentes sphères du pouvoir, notamment l'armée et les entreprises publiques. Et puis ce titre pour finir, présidentiel au Brésil, à la conquête de l'électorat centriste, on parle de Lula da Silva. Oui, du site RFI.fr, nous apprenons qu'au Brésil, l'heure est au grand oral avant la présidentielle d'octobre. Amina, après le président d'extrême droite Jair Bolsonaro lundi, c'est Lula qui a été interrogé jeudi sur une grande chaîne à grande audience au Brésil. Lula, qui possède une avance de plus de 10 points dans les sondages, a opté pour un temps modéré pour conquérir l'électorat centriste à 40 jours
jours du premier tour et a égrené des chiffres économiques pour montrer qu'il connaît bien son sujet et il a promis de faire mieux que lors de 10 années passées au pouvoir. Et par ailleurs, sur la chaîne Globo, Lula a admis qu'il y avait eu des cas de corruption au sein de la compagnie pétrolière publique pendant ses mandats présidentiels, notamment en 2003 et en 2010. Et il a promis d'enquêter sur la moindre dérive s'il est élu chef de l'État en octobre prochain. Merci beaucoup Grace pour cette revue de presse qui va clôturer la semaine. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci de votre attention et sur Télé 50, l'actualité continue. Excellent week-end à vous. L'actualité reste en continu.